о национализации этой библиотеки было принято советским правительством, первым советским правительством, и членами его являлись примерно на 80-85% евреев. Но они же, руководствуясь ложными идеологическими соображениями, шли тогда на аресты и репрессии и иудеев, и православных, и представителей других конфессий, мусульман. Они всех гребли под одну гребенку. И вот эти идеологические шоры и ложные идеологические установки, они, слава Богу, рухнули. En 1917, la majeure partie des Juifs dans le monde vivaient en Europe centrale et orientale. Ce sont les Juifs dits Ashkénazes, qui se distinguent des Juifs du pourtour méditerranéen, les Séfarades, qui sont beaucoup moins nombreux. La plupart de ces Juifs Ashkénazes vivaient dans l'Empire russe, et plus particulièrement dans l'ouest de l'Empire russe, dans une zone qui s'étirait de la mer Noire au sud jusqu'à la mer Baltique au nord, sur les territoires qui correspondent globalement aujourd'hui à l'Ukraine, la Moldavie, la Pologne, la Biélorussie et la Lituanie actuelle. C'est ce qu'on appelait la zone de résidence. En Russie, en effet, les Juifs n'avaient pas le droit de s'installer ailleurs. À Moscou et à Saint-Pétersbourg, ils étaient indésirables. Au début du XXe siècle, environ 6 millions de Juifs vivaient dans la zone de résidence. Ils représentaient ici plus de 10% de la population, mais seulement 3% de la population totale de la Russie. La plupart habitaient dans les villes. À Minsk, par exemple, les Juifs représentaient 52% de la population. À Varsovie, ils étaient plus d'un tiers. Et tous parlaient la même langue, le yiddish, une sorte d'allemand avec des mots hébreux et slaves mélangés. La masse des Juifs vivait de manière modeste, mais certains d'entre eux étaient immensément riches. Ainsi, le fameux Lazar Israël Brodsky possédait 17 sucreries. À Kiev, il finançait la construction de synagogues, des écoles et des hôpitaux pour les Juifs. De grosses fortunes furent aussi édifiées sur l'exportation des richesses naturelles et des produits agricoles. La famille Ginsburg se distinguait ici particulièrement. Samuel Poliakov était en 1880 le roi des chemins de fer. Mais à partir de 1890, c'est l'État russe qui devint le premier constructeur. La banque était leur domaine. Plus de la moitié des sociétés de crédit mutuel, des sociétés d'épargne et de prêt se trouvaient dans la zone de résidence. Et 86% de leurs membres, en 1911, étaient juifs, écrit le grand écrivain russe Alexandre Solzhenitsyn dans son livre intitulé « 2 siècles ensemble ». Le tableau est confirmé par le sociologue juif Edgar Morin. Je cite « 17 banques polonaises sur 20 sont juives au milieu du XIXe siècle ». Avec l'avènement du tsar Alexandre II en 1855, le régime s'était libéralisé et une politique d'assimilation devait préparer les Juifs à la citoyenneté. Les Juifs purent ainsi fréquenter les lycées et les universités. En 1887, ils représentaient ainsi près de 15% des étudiants. Le pouvoir tsariste avait donc lui-même contribué à former dans ces universités ceux qui allaient être ses ennemis les plus acharnés. Au début du XXe siècle, en effet, la communauté juive internationale n'a qu'un seul véritable ennemi, la monarchie russe. La Russie est alors, avec la Roumanie, le seul pays d'Europe où les Juifs n'ont pas le droit de citoyenneté. Ils détiennent des positions clés dans l'économie, mais sont écartés du pouvoir politique. Voilà pourquoi, en 1905, quand la guerre éclate entre la Russie et le Japon, les banquiers américains soutiennent le Japon de toutes leurs forces, par haine du tsarisme. C'est ce qu'explique un intellectuel juif comme Jacques Attali dans son livre de 2002 intitulé « Les Juifs, le monde et l'argent ». Je cite, « Max Warburg et Jacob Schiff deviennent alors les financiers attitrés du Japon. Schiff effectue même en 1906 un voyage triomphal dans l'archipel, à la grande fureur des Russes.
Ce sont ces mêmes banquiers new-yorkais qui, quelques années plus tard, allaient financer Lénine, Trotsky et les bolcheviks. Ce militantisme est messianique, optimiste, tourné vers le bien, écrit Alain Brossat dans son livre « Le Yiddishland révolutionnaire ». Voilà ce qu'étaient les espérances de ces juifs ashkénazes. Depuis le milieu des années 1880, écrit Alain Brossat, les juifs ont occupé une place particulièrement importante parmi les mouvements révolutionnaires de Russie. L'engagement massif des juifs du Yiddishland dans le communisme pourrait paraître paradoxal, en ce sens que ces communautés juives, très religieuses, traditionnalistes et très structurées, n'étaient pas a priori propices à devenir un vivier de militants révolutionnaires. Hannes Sperler explique que, devenu marxiste, il ne faisait que prolonger l'eschatologie juive sous une forme laïcisée. Quand quelque temps plus tard je me tournais vers Hegel et Marx, écrit-il, vers la grande espérance d'un monde juste, définitivement sorti de la préhistoire, je me savais dans la lignée de mon bisaïeul messianique. Dans son livre intitulé « Le testament d'un poète juif assassiné », Elie Wiesel raconte le destin d'un jeune juif religieux devenu communiste comme tant de ses congénères. On y voit cet Éphraïm, le futur juge rabbinique, distribuant des tracts clandestins. Il les dissimulait, écrit Wiesel, dans les pupitres et, ne riez pas, dans les sacs des livres saints et des objets rituels. Serais-tu devenu fou, Éphraïm? Tu abandonnes les textes sacrés pour ça? Et celui-ci répond, je n'ai pas perdu la raison, Paltiel. Écoute-moi bien, je désire toujours sauver le genre humain, délivrer la société de ses maux. Je souhaite toujours faire venir le Messie. Seulement, j'ai découvert une nouvelle méthode. C'est tout. Cet Éphraïm poursuivait dans le communisme son espérance dans la venue du Sauveur. Il explique ici à son ami sa conception du monde. Le communisme est une sorte de messianisme sans Dieu, un messianisme séculier, social, en attendant l'autre, le vrai. La révolution, nous devons la faire, car c'est Dieu qui nous l'ordonne. Dieu veut que nous soyons communistes. Et l'on voit ici que le judaïsme est bien par essence une religion activiste. Les questions tournaient sans cesse autour du Messie. Je brûlais de hâter sa venue, pour abolir la distance entre riches et pauvres, humiliés et heureux, mendiants et propriétaires, pour mettre fin aux pogroms et aux guerres, pour unir la justice à la compassion. Réjouis-toi, Israël, elle approche l'heure de ta délivrance. Un autre intellectuel juif, Maurice Rachfus, résume bien cette idée. Le Capital et les œuvres complètes de Lénine avaient remplacé la Torah de leur enfance. Le célèbre historien du judaïsme, Léon Poliakov, l'écrit aussi « Une bonne partie de ces juifs en vint peu à peu à délaisser la foi ancestrale, prenant ainsi le chemin d'une laïcisation qui allait transformer au XIXe et au XXe siècle la postérité des juifs talmudiques en révolutionnaires ardents. » Ce n'est pas un hasard si le marxisme est né dans la cervelle d'un fils d'Israël. Mordechai Marx Lévi, le grand-père de Karl Marx, était un rabbin à Trèves, en Allemagne. Les juifs ashkénazes d'Europe centrale et de Russie représentaient, à la fin du XIXe siècle, environ 90% du judaïsme mondial. Pendant des siècles, ils étaient restés reclus dans leur bourgade, se maintenant à l'écart de la population. Sous l'influence des idées émancipatrices de la Révolution française, puis sous l'influence du marxisme, le carcan rabbinique s'était fissuré. Des centaines de milliers d'individus, emplis d'espoir messianique, allaient sortir de la communauté pour répandre la bonne parole à travers le monde. Dans tous les mouvements révolutionnaires, les juifs étaient alors très largement surreprésentés. L'historien juif Léon Poliakov le confirme. Rapidement, les juifs devinrent dans l'Empire russe l'ethnie subversive par excellence. Leur proportion parmi les condamnés politiques doublait de décennie en décennie, pour atteindre 29% en 1902-1904. Cette proportion était encore plus élevée dans les comités centraux et autres postes de commande des organisations, où les jeunes juifs jouaient un rôle moteur ou même initiateur. Les attentats et les assassinats commis contre les dignitaires du régime ne se comptaient plus. Quand finalement les bolcheviks s'emparèrent du pouvoir à la faveur du coup d'État d'octobre 1917, tous ces militants, par-delà leurs divergences, laissèrent exploser leur joie, ainsi que l'exprime Elie Wiesel. À en croire Éphraïm, le Messie avait quitté Jérusalem pour Moscou. Tu te rends compte, me disait-il d'un ton surexcité, la prophétie d'Isaïe, ils l'ont réalisée.
plus de riches ni de pauvres, plus d'employeurs ni d'employés, plus de persécuteurs ni de persécutés, plus d'ignorance, plus de terreur, plus de misère. Tu m'entends, Paltiel? Tous les hommes sont frères aux yeux de la loi. La révolution a triomphé. Elle a engendré un homme nouveau, l'homme communiste, qui a vaincu le pouvoir capitaliste, la dictature des riches, le fanatisme des superstitions. Des centaines de milliers de jeunes juifs du monde entier rejoignirent alors le mouvement communiste. Voici le témoignage de ce Shlomo Slein, qui était en Pologne dans les années 1920. L'adhésion de la jeunesse juive au mouvement communiste était chez nous si importante que l'on pourrait presque dire qu'il était un mouvement national juif. Ce Yiddishland fut la matrice de la révolution communiste. Ces centaines de milliers de militants furent de tous les combats révolutionnaires de ce temps. À Saint-Pétersbourg en 1905, à Berlin en 1918, à Munich et à Budapest en 1919. On retrouve les combattants du Yiddishland par milliers en Espagne, engagés dans les brigades internationales, puis dans la résistance en France et ailleurs. Comme l'écrit l'historien juif Pierre Vidal-Naquet, le judaïsme de l'Europe de l'Est a été véritablement la banque de sang des mouvements révolutionnaires prolétariens. La révolution russe de 1917 se scinde en deux épisodes. Une révolution bourgeoise au mois de février et une révolution communiste au mois d'octobre de la même année. En février, la Russie est toujours en guerre contre l'Empire allemand et l'Empire d'Autriche-Hongrie. Des millions d'hommes sont mobilisés. Le premier acte législatif du gouvernement provisoire n'est pourtant pas relatif à cette situation tragique. Le 20 mars 1917, en effet, le gouvernement adoptait la résolution qui abrogeait toute discrimination pour appartenance à une confession, une doctrine religieuse ou un groupe national. La question juive était passée avant la question paysanne, alors même que les juifs ne représentaient qu'une toute petite minorité de la population totale. Cet événement coïncida avec la Pâque juive, note Alexandre Solzhenitsyn dans son livre. L'annonce de l'émancipation des Juifs en Russie suscita de grands espoirs dans les communautés juives du monde entier. Pour la première fois dans l'histoire de la Russie, les Juifs occupaient des hauts postes dans l'administration centrale et locale. La réalité du pouvoir était aux mains d'un comité exécutif du Soviet des députés, ouvriers et soldats, qui était une sorte de gouvernement de l'ombre et qui privait le gouvernement provisoire de tout pouvoir réel. Pendant 2 mois, ces membres n'apparurent que sous des pseudonymes et se gardèrent de paraître en public, si bien que la Russie était gouvernée par on ne savait pas trop qui. Il apparut plus tard qu'il y avait une dizaine de soldats qu'on tenait à l'écart. Sur la trentaine d'autres membres actifs, plus de la moitié étaient des socialistes juifs, écrit Alexandre Solzhenitsyn. Il y avait des Russes, des Caucasiens, des Lettons et des Polonais, mais les Russes constituaient moins d'un quart de l'effectif. À la fin du mois d'octobre, on est alors début novembre en Occident, avec un décalage de 13 jours, l'insurrection bolchevique souleva d'immenses espérances dans le monde entier. Il ne s'agissait pas alors seulement d'abolir la propriété privée et d'instaurer un système collectiviste, mais de libérer toute l'humanité, de supprimer les frontières, les religions, les nationalités et toutes les traditions, afin d'araser toutes les différences entre les hommes pour que puisse éclore le monde parfait. Sous la férule de Lénine et de Trotsky, une poignée de militants bolcheviques étaient parvenus à prendre le pouvoir presque sans effusion de sang. Grigory Zinoviev se retrouva propulsé président du Soviet de Saint-Pétersbourg. Son vrai nom était Apfelbaum. C'était un juif d'Ukraine qui avait rejoint Lénine à Genève en 1908. Il organisa en 1923 un procès à grand spectacle contre l'Église catholique, à l'issue duquel des dignitaires de l'Église furent condamnés à mort. L'autre principal collaborateur de Lénine avant la Révolution était Lev Kamenev, qui se retrouva à la tête du Soviet de Moscou. Son vrai nom était Rosenfeld. En 1900, il avait épousé Olga Davidovna Bronstein, la sœur de Léon Trotsky. Les bolcheviks, qui devaient combattre les armées blanches, voulaient la paix à tout prix, avec l'Allemagne et l'Autriche, afin de consolider leur révolution. Le 23 novembre 1917, ils demandaient l'armistice. Le 3 mars 1918, ils signaient la paix de Brest-Litovsk,
laissant à l'Allemagne les immenses territoires s'étirant de l'Ukraine aux pays baltes. Pour réprimer les révoltes, le pouvoir bolchevique avait besoin d'une armée régulière. Léon Trotsky en fut l'organisateur. Le véritable nom de Trotsky était Lev Davidovich Bronstein. Il était né dans le sud de l'Ukraine, où son père possédait 400 hectares de terre et avait fait fortune dans le commerce des grains. À la tête de l'armée rouge, Trotsky s'était entouré de ses congénères, ses secrétaires, ses assistants, le chef de sa garde personnelle, etc. Et quand il fallut trouver un suppléant autoritaire et impitoyable pour occuper le poste au commissariat à la guerre, il nomma Ephraim Skliansky. À Moscou, celui-ci passait pour être le premier acheteur de diamants. Alexandre Solzhenitsyn écrit à son sujet « Il s'était fait prendre en Lituanie lors de la vérification des bagages de la femme de Zinoviev, Zlata Bernstein, avec des bijoux d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de roubles. » Jacob Sverdlov était une autre personnalité de premier plan. En novembre 1917, il occupa la fonction de président du comité exécutif central. Il fut donc le premier chef de l'État soviétique. Il s'appelait en réalité Yankel Solomon. C'était un juif de Pologne. C'est lui qui donna l'ordre d'assassiner toute la famille impériale. L'assassinat de la famille Romanov eut lieu à Yekaterinbourg, dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918. Une équipe de la police secrète, commandée par un juif nommé Yakov Yurovsky, exécuta le tsar Nicolas II et toute sa famille. Yurovsky tira sur Nicolas, qui mourut sur le coup. Le tsarevitch rampa vers la porte, mais on lui défonça le crâne à coups de baïonnette. Anastasia, Tatiana, Olga et Maria furent exécutés tout aussi sauvagement. Les corps furent ensuite transportés d'un camion et jetés dans une fondrière à quelques kilomètres de là, brûlés à la chaux vive et à l'acide sulfurique. Yurovsky se vanta ensuite avec aplomb d'avoir été le meilleur. « C'est la balle de mon Colt qui a tué Red Nicolas. » Le secrétaire du Comintern, l'international communiste, était Karl Radek, qui était aussi le porte-parole de Moscou à l'étranger. Lui aussi venait d'une famille juive d'Ukraine. Il s'appelait en réalité Zobelson. L'échec de la révolution en Allemagne et la méfiance de Staline, qui voyait en lui un partisan de Trotsky, entraînèrent sa mise à l'écart en 1924. Les Juifs de Yiddishland jouèrent aussi un rôle considérable dans les révolutions qui secouèrent l'Europe après la Première Guerre mondiale. À Berlin, l'insurrection spartakiste de novembre 1918 fut menée par Karl Liebknecht, sans doute juif par sa mère, et Rosa Luxembourg, qui était issue d'une famille juive de Pologne. L'insurrection fut écrasée dans le sang, Liebknecht et Rosa Luxembourg furent tous deux arrêtés et exécutés en janvier 1919. 2 mois plus tard, une république soviétique fut proclamée en Hongrie par Bela Kun, ou Cohen. Sur ses 32 commissaires, c'est-à-dire les ministres, 25 étaient juifs. Le régime ensanglanta le pays pendant 133 jours. Bela Kun fut obligé de se réfugier en Russie, où il devint commissaire politique au sein de l'armée rouge et participa à la guerre civile. Le triomphe de Bela Kun avait encouragé la gauche bavaroise. À Munich, une révolution eut pour chef un autre juif, le critique de théâtre, Kurt Eisner, qui fut tué en pleine rue par un étudiant patriote. Eisner fut remplacé par un agent soviétique, Eugen Leviné, originaire de Saint-Pétersbourg et fils d'un marchand juif. Mais en mai 1919, le pouvoir communiste fut écrasé. En Russie, les Juifs avaient émigré par centaines de milliers vers Moscou et Saint-Pétersbourg. Les postes importants procuraient évidemment de nombreux avantages, et notamment la jouissance, dans les 2 capitales, des appartements vides, libérés de leurs propriétaires. Ce fut un véritable exode. L'Encyclopédia Judaica nous apprend qu'il y avait à Moscou 131 000 juifs d'après le recensement de 1926, 226 000 en 1933, 250 000 en 1939. En 1922, parmi les 25 membres du présidium du Parti communiste, dont la Pravda publia les portraits, il y avait 11 juifs, 8 russes, 3 caucasiens et 3 lettons. Au 12e congrès du parti, en 1923, 3 des 6 membres du Politburo étaient juifs. Zinoviev, Kamenev et Trotsky. Les 3 autres étaient Lénine, Staline et Rykov.
Mais à l'étage en dessous, la liste des dignitaires bolcheviques d'origine juive est interminable. Après la guerre civile, la collectivisation forcée des terres dressa la paysannerie contre le gouvernement. Les bolcheviks réquisitionnèrent alors par la force tout le grain disponible pour les villes. Trotsky donna aux troupes l'ordre de réprimer sans pitié les ennemis supposés. Dans toute la Russie, on fusilla les contre-révolutionnaires, les paysans, ainsi que les soldats et officiers ayant manqué d'énergie à réprimer. Dans la province de Tyumen, au nord du Kazakhstan, Grigory Hindenbaum, le commissaire au ravitaillement, donna l'ordre aux paysans qui n'avaient pas fourni à l'État la quantité fixée de laine de mouton, de les tondre une deuxième fois dès la fin de l'automne, c'est-à-dire juste avant l'hiver. On a le télégramme signé de sa main. L'insurrection paysanne dans la région dura presque toute l'année 1921. Au 10e congrès du parti, la délégation de Tyumen rapporta que les paysans qui refusaient de donner leur blé étaient placés debout dans des fosses, arrosés d'eau, et ils y mouraient gelés. La famine de 1921-1923 causa en Russie la mort d'environ 5 millions de personnes. Tel fut le résultat de cette première tentative de collectivisation. À la fin de l'année 1917, Lénine créa la Tchéka, la police politique. Dès janvier 1918, écrit Solzhenitsyn, fonctionnait la peine de mort sur place, sans jugement ni instruction. Les koulaks, les traîtres, les gardes blancs et autres éléments douteux furent liquidés ou enfermés dans les premiers camps de concentration. Les koulaks étaient ces paysans dits riches. Il suffisait de posséder 2 ou 3 vaches et de faire travailler 1 ou 2 employés à la haute saison pour être un koulak, un ennemi du peuple. La Tchéka comptait 600 hommes en mars 1918, ils étaient 40 000 à la fin de l'année 1918, et 280 000 début 1921. Par comparaison, la police secrète impériale, l'Okhrana, comptait 1500 hommes. Le siège central de la Tchéka était situé à Moscou, dans le bâtiment appelé la Loubianka. Jusqu'en 1926, cette police politique fut dirigée par Félix Dzerzhinsky. Dzerzhinsky n'était pas juif, mais était issu de l'aristocratie polonaise. Mais sur ses 4 adjoints, 3 étaient juifs, Jagoda, Gerson et Lutsky. Les minorités nationales composaient près de 50% de l'appareil central de la Tchéka, et près de 70% des postes à responsabilité. Parmi ces minorités nationales, il y avait un grand nombre de Lettons et un nombre non négligeable de Polonais. Mais les Juifs étaient les plus nombreux, surtout en haut de la hiérarchie. Le premier chef de la Tchéka de Saint-Pétersbourg fut Moïse Ouritsky. C'était un Juif ukrainien. Du début du mois de mars à la fin août 1918, il fut responsable d'environ 5000 exécutions. Il fit régner une terreur impitoyable, écrit un historien juif, Arkady Waksberg, en 1995. Pour moi, disait Ouritsky, il n'y a plus aucun plaisir à voir comment les monarchistes meurent. Je n'ai pas vu un seul cas où ils auraient pu manifester une certaine peur animale de la mort. À la fin du mois d'août, il fut assassiné par un étudiant monarchiste. Après son assassinat, la répression fut féroce. En quelques semaines, la Tchéka exécuta 10 à 15 000 personnes, majoritairement des nobles et des ecclésiastiques. Les hommes de la Tchéka pratiquaient à grande échelle la torture et les exécutions arbitraires. À Sébastopol, après l'effondrement de la résistance, on pendait les suspects. Sur la perspective Nakimov, on voyait des dizaines de pendus qui avaient été arrêtés en pleine rue et exécutés sans jugement. À Kiev, écrit Solzhenitsyn, la proportion des juifs par rapport à l'ensemble des collaborateurs était de 1 sur 4. Mais sur les 20 membres de la commission qui décidait du sort des prisonniers, 14 étaient juifs. En août 1919, quand l'armée blanche prit la ville, on découvrit des charniers de cadavres. Comme toujours, on fusillait en premier lieu l'élite russe. Dans un hangar aménagé, les bourreaux faisaient entrer la victime, complètement nue, lui ordonnaient de se mettre à plat ventre, puis l'exécutaient d'un coup de feu dans la nuque. Après la guerre civile, en 1922, cette police politique s'appela le GPU. Yakov Agranov était un autre très haut cadre de cette police. C'est lui qui montait de toutes pièces les accusations dans les procès politiques les plus importants, inventant des preuves comme bon lui semblait. On lui attribue la devise « S'il n'y a pas d'ennemi, il faut l'inventer,
le dénoncer et le punir. Agronov s'appelait en réalité Jankel Sorenson. Il y avait encore Mikhail Trilizer, qui devint en 1926 le vice-président du KPU. Il était né Meyer Abramovitch Trilizer. C'était un juif d'Astrakhan. La liste des juifs bolcheviques qui se trouvaient dans cette administration est interminable, et il serait fastidieux d'en citer davantage. Un historien juif, Léonard Shapiro, cité par Solzhenitsyn, va jusqu'à écrire « Quiconque avait le malheur de tomber entre les mains de la Tchéka était presque sûr de se trouver face à un juge d'instruction juif ou d'être fusillé sur son ordre. » On a vu qu'avant même la prise de pouvoir par les bolcheviks, le premier acte législatif du gouvernement provisoire avait été d'abroger toute discrimination entre les nationalités. Le gouvernement bolchevique fut obligé d'insister sur ce point. Au plus fort de l'année 1918, Lénine avait enregistré sur gramophone un discours spécial sur l'antisémitisme. Les enregistrements de ce discours furent diffusés un peu partout, à travers villes et villages de Russie, à bord des trains spéciaux de propagande qui sillonnaient le pays. On faisait écouter ce discours dans les clubs, dans les meetings, dans les assemblées. Voici ce que l'on y entendait. La maudite autocratie tsariste, affirmait Lénine, a toujours lancé les ouvriers et les paysans incultes contre les juifs. L'hostilité envers les juifs n'est vivace que là où la cabale capitaliste a définitivement obscurci l'esprit des ouvriers et des paysans. Les juifs sont nos frères, opprimés comme nous par le capitalisme. Ils sont nos camarades qui luttent comme nous pour le socialisme. Honte à ceux qui sèment l'hostilité envers les juifs. Le 27 juillet 1918, juste après l'exécution de la famille impériale, fut promulguée une loi spéciale sur l'antisémitisme, dont la conclusion était écrite de la main de Lénine. Selon cette loi, précise Solzhenitsyn, les antisémites devaient être placés hors la loi, c'est-à-dire fusillés. La simple détention de documents écrits pouvait vous valoir la mort. Une autre loi encourageait les juifs à dénoncer toute atteinte à leur dignité nationale. L'article 59-7 du Code pénal de 1922, incitation à la haine et à la division nationale ou religieuse, suffisait amplement à prononcer des condamnations qui pouvaient encore être alourdies par la confiscation des biens ou à la peine de mort. À cette époque, les Juifs bénéficiaient d'une sollicitude particulière de la part du régime. C'est ce qu'explique aussi l'historien juif Arkady Waksberg, qui présente cet exemple. Lorsqu'il s'agissait de litiges professionnels entre l'administration et le salarié juif, ce dernier finissait toujours par obtenir gain de cause, aucun juge ne tenant à passer pour antisémite. On traînait les gens devant la justice pour une simple insinuation sur la solidarité juive. En mai 1928, la lutte contre l'antisémitisme devait figurer à l'ordre du jour des réunions du parti, être mentionnée dans les conférences publiques, la presse, la radio, le cinéma et les manuels scolaires. L'antisémitisme devait être rangé parmi les perversions sociales comme l'alcoolisme ou la débauche. Partout où ils ont le pouvoir, en effet, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme est une priorité. Dès le début, au cours de l'été 1918, fut déclenché l'assaut contre le clergé orthodoxe, au nom de l'athéisme. La persécution des prêtres, la profanation des reliques, la destruction des églises s'accompagnèrent d'un déchaînement inouï de sarcasme dans la presse. Dans un document secret adressé aux membres du Politburo, Lénine évoque l'exécution du plus grand nombre possible de représentants du clergé réactionnaire et de la bourgeoisie réactionnaire. Plus grand sera le nombre des exécutions, mieux ce sera. Près de 8000 membres du clergé russe furent tués en 1922, tandis que les églises furent systématiquement pillées. Yemelian Yaroslavsky était à la tête de l'Union des Sans-Dieux,
qui regroupait les athées militants. Son vrai nom était Israelevich Gubelman. Des milliers de belles églises furent réduites à des amas de pierres, des milliers de prêtres furent fusillés, des milliers d'autres jetés dans les camps, écrit Solzhenitsyn. Malade depuis des années, Lénine mourut au mois de janvier 1924. Au début des années 1920, une plaisanterie courante le présentait comme le Shabbes-Goy du bureau politique, écrit l'historien juif Maurice Rachsus. Le Shabbes-Goy, c'est un nom juif employé dans les familles juives pour effectuer les tâches interdites durant le Shabbat, comme porter des objets, allumer ou éteindre les lumières, etc. On sait que Lénine avait du sang allemand, suédois, kalmouk, tchouvache, mais pas une goutte de sang russe. Il était aussi en partie d'origine juive, du côté maternel. Arkady Waksberg rappelle la lettre que la sœur aînée de Lénine, Anna Ulianova, avait écrite à Staline le 19 décembre 1932 afin de l'inciter à combattre l'antisémitisme. L'étude des origines de mon grand-père, et donc de celle de Vladimir Ilitch, écrit-elle, a révélé qu'il était issu d'une famille juive pauvre, qu'il était, comme l'indique son certificat de baptême, fils de Moïchka Blanc, bourgeois de Jitomir. Mais ces révélations n'étaient pas sorties du cercle étroit des hiérarques du parti. Cette lettre, écrit Arkady Waksberg, était encore tout récemment classée et rigoureusement secret, ne délivrer à personne. Ses origines avaient été gardées secrètes après sa mort. En 1938, le livre de Marietta Chaguignan, L'examen d'histoire, avait immédiatement été retiré de la vente sur ordre de Staline. Entre 1923 et 1927, Staline et Trotsky se disputèrent âprement le pouvoir. Zinoviev et Kamenev s'allièrent à Trotsky en 1926 dans une opposition unifiée. Comme tous les trois étaient juifs, ainsi que les hommes qui composaient leur entourage, naquit la légende d'un Staline antisémite. Pourtant, la situation n'avait pas changé. Au début des années 30, l'Union soviétique était dirigée par un triumvirat composé de Staline, qui était géorgien, Molotov et Kaganovitch. Molotov, le numéro 2 du régime après Staline, était un vrai russe. Mais il avait épousé une juive nommée Polina Karpovskaya, qui était une dirigeante bolchevique à part entière. Molotov était cruel et rancunier, écrit l'historien juif Simon Sebag Montefiore. Le troisième homme fort du régime était Lazar Kaganovitch. En 1930, Lazar Kaganovitch, tout juste âgé de 37 ans, était devenu l'adjoint de Staline. Il était le cadet de 5 frères, dont 3 étaient d'importants bolcheviks. Il avait un tempérament explosif, écrit Montefiore. Il frappait souvent ses subordonnés, ou bien les soulevait par les revers de leur veston. C'était un bon orateur, je cite, en dépit de son fort accent juif. Il fut le responsable de la militarisation de l'État-parti. En 1918, âgé de 24 ans, il avait gouverné et terrorisé la ville de Nijni Novgorod. Il fut ensuite chargé d'administrer l'Asie centrale, puis terrorisa l'Ukraine, qu'il dirigea dans les années 1920. En 1930, il venait d'écraser des révoltes de paysans depuis le nord du Caucase jusqu'à la Sibérie occidentale. On l'appelait l'homme de fer. Il succéda bientôt à Molotov en tant que premier secrétaire de Moscou et fut l'objet d'un culte ne le cédant qu'à celui de Staline. À Moscou, il entreprit de créer une métropole bolchevique en dynamitant des bâtiments historiques avec un enthousiasme de vandale. Il fit sauter l'église Saint-Sauveur et insista pour que l'on rasât également la cathédrale Saint-Basile le Bienheureux. La collectivisation forcée de la terre fut relancée lors du 15e congrès du parti, en décembre 1927, avec Yakov Yakovlev à la tête du commissariat à l'agriculture. Yakov Yakovlev s'appelait en réalité Epstein. En janvier 1930, l'élimination des koulaks, ces petits paysans propriétaires et rétifs à la collectivisation, était une priorité du régime. Le GPU et les 180 000 militants du parti envoyés des villes dans les campagnes avaient recours aux fusillades
au lynchage et au goulag pour briser les villages, écrit Montefiore. Afin de venir à bout des paysans ukrainiens, le régime planifia une famine. Un arrêté est promulgué en janvier 1933 sur décision de Staline. Il s'agit du blocus par les troupes du NKVD des villages de la liste noire et des frontières de l'Ukraine soviétique et du Kouban. Le NKVD met des barrages sur tous les chemins de terre et autour des stations de chemin de fer. La vente de titres de transport est interdite aux paysans. 250 000 personnes sont arrêtées et ramenées dans les villages durant le seul mois qui suit cette mesure de Staline. Le nombre de morts résultant de la famine de 1932-1933 se situe entre 5 et 6 millions, mais pourrait être de l'ordre de 10 millions, une tragédie sans équivalent dans l'histoire de l'humanité. Des cas de cannibalisme étaient signalés en Ukraine et dans l'Oural. L'Ukraine fut particulièrement meurtrie pendant cette période, au cours de laquelle, écrit Alexandre Solzhenitsyn, de nombreux juifs avaient été investis d'un pouvoir de vie et de mort dans les campagnes. Dans toute la Russie, 15 millions de personnes avaient été déportées, et nombre d'entre elles étaient mortes au cours de la collectivisation. Dans un livre de 2002, rédigé sous sa direction, intitulé « Du passé faisons table rase », Stéphane Courtois, l'auteur du fameux livre noir du communisme, écrit de l'historien Arnaud Mayer, un historien américain, marxiste et d'origine juive. Il occulte littéralement les deux grandes famines de 1921-1923 et de 1932-1933. À la première, qui fit environ 5 millions de morts, il ne consacre que quelques lignes, sans relever qu'elle a été en partie provoquée par les réquisitions exorbitantes du pouvoir bolchevique. À la famine de 1932-1933, et à ces 6 millions de morts, il ne consacre qu'une demi-page sur 680. Et sans évoquer son caractère organisé, qui est aujourd'hui amplement démontré. Après la mort de Staline, Lazar Kaganovitch ne fut jamais inquiété pour sa participation à l'extermination des paysans et s'éteignit paisiblement dans son confortable appartement de Moscou en 1991, à l'âge respectable de 88 ans. Stéphane Courtois écrit en préface du livre d'Arkady Waksberg « De très nombreux juifs gravitaient dans les sphères du pouvoir, au point qu'en 1936, près de 40% des hauts cadres de la police politique étaient des juifs. Genrik Yagoda fut l'un des personnages les plus emblématiques du régime stalinien. En 1934, il fut nommé commissaire du peuple à l'intérieur, et donc directeur du NKVD, qui était le nouveau nom de la police politique. Il était à moitié chauve, de petite taille, mais animé d'une ambition impitoyable. Ce spécialiste des poisons était le fils d'un bijoutier juif de Nijni Novgorod. Sa grande réalisation fut l'empire économique du Goulag, avec l'aide de son subordonné, Matvei Davidovitch Berman, qui fut à la direction du Goulag de 1932 à 1937. Celui-ci fut ensuite remplacé par un autre de ses congénères, Israël Pilner. Tous les tyrans régionaux changeaient sans cesse de lieu d'affectation, dans le plus grand secret, et avaient droit de vie et de mort sur chacun de leurs habitants. On connaît certains par leur nom complet, d'autres par leur seul nom de famille, d'autres encore uniquement par leur initiale. Un autre de leurs congénères, Naftali Frankel, supervisait la réalisation du canal Mer Blanche-Baltique. Cette gigantesque entreprise coûta la vie à 25 000 hommes esclaves. En août 1933, pour l'achèvement du canal, l'ordre de Lénine fut délivré aux plus méritants, dont les photos furent publiées en grand dans les journaux. Il y avait Yagoda, le commissaire du NKVD, Berman, le chef du Goulag, Semyon Firin, le directeur du camp, Lazar Kogan, le chef de la construction, Yakov Rapoport, le chef de la construction en second, et Naftali Frankel, le chef des travaux du chantier de la mer Blanche. 40 ans après, dans son livre L'archipel du Goulag, Alexandre Solzhenitsyn avait reproduit les portraits de ces 6 misérables. On m'a reproché d'avoir reproduit les portraits des chefs de chantier du fameux canal mer Blanche-Baltique. Et on m'a accusé de n'avoir sélectionné que des juifs. Mais je n'ai sélectionné personne. J'ai reproduit les photos de tous les chefs du camp qui figuraient dans un recueil publié en 1936. À qui la faute si c'était des juifs ?
Le letton Hans Bernstein, écrit Solzhenitsyn, l'un de mes témoins pour la rédaction de l'archipel du Goulag, estime que s'il a survécu au bagne, c'est parce qu'aux heures les plus noires, il s'est tourné vers les Juifs qu'il l'avait pris pour l'un des leurs, du fait de son nom et de son allure, et qu'il l'avait toujours aidé. Il remarque également que, dans les camps où il fut détenu, ceux de Bourier-Polomski, par exemple, dont le chef était un certain Perlman, c'était toujours parmi les Juifs qu'étaient recrutés les employés libres, Schulman, chef du département spécial, Greenberg, chef du camp, Kegelsch, mécanicien en chef de l'usine, et il choisissait toujours d'autres Juifs parmi les détenus comme adjoints. Un homme qui marchait devant a trébuché. Je ne le connaissais pas. Nous marchions dans la toundra et il est tombé hors du rang, sur la gauche. Un mitrailleur est arrivé immédiatement et l'a tué sur place. Puis les chiens l'ont déchiqueté. C'était terrible, mais nous avions l'habitude. Je n'ai jamais renoncé. C'est pour ça que j'ai survécu. En 1939, le NKVD employait maintenant 366 000 personnes. La même année, en Allemagne, sous le régime national-socialiste, la Gestapo employait 7 500 hommes, presque 50 fois moins. En l'espace de 2 ans, en 1936-1938, au moins 700 000 personnes, et probablement beaucoup plus, furent exécutées pour crimes contre l'État. La plupart des victimes étaient les cadres du Parti communiste et les dignitaires du régime dont Staline se méfiait. La quasi-totalité de la vieille garde bolchevique fut éliminée. À l'été 1936, un procès spectaculaire, supervisé par Yagoda, fut organisé à Moscou pour convaincre l'opinion publique de l'existence d'une vaste conspiration. 11 des 16 accusés étaient juifs, mais cela ne faisait que refléter leur présence importante dans les rouages de l'État. Pendant 6 jours, Zinoviev et Kamenev, des déviants trotskistes anti-soviétiques, confessèrent leurs soi-disant crimes avec une docilité qui stupéfia les spectateurs occidentaux, affirmant qu'ils avaient projeté d'assassiner Staline et les autres dirigeants. Les aveux des accusés étaient évidemment arrachés sous la torture. Trotsky, lui, avait quitté le pays depuis plusieurs années. Il fut assassiné au Mexique en 1940. Zinoviev et Kamenev furent naturellement condamnés à mort et amenés peu après sur le lieu de leur exécution. Zinoviev hurlait que Staline lui avait promis la vie sauve. Staline, qui était toujours fasciné par le comportement de ses ennemis au moment de mourir, se fit raconter la scène par Poker, le chef de ses gardes du corps. L'historien juif Simon Sebag-Montefiore écrit ici « Poker, qui était juif, avait la spécialité de raconter des blagues juives à Staline avec l'accent yiddish. Ce jour-là, il répéta les implorations de Zinoviev. « Pour l'amour du ciel, appelez Staline !» Il parodia les prières de Zinoviev. « Écoute, ô Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un !» Staline riait si fort, paraît-il, que Poker recommença son numéro. Plié en deux de rire, Staline suffoqua tellement qu'il dut faire signe à Poker d'interrompre le spectacle. Kamenev et Zinoviev furent tués tous les deux d'une balle dans la nuque. Les balles furent extraites des crânes, débarrassées des traces de sang et de cervelle, et remises à Yagoda, probablement encore chaudes. Celui-ci les étiqueta et les garda précieusement comme reliques à côté de sa collection d'objets érotiques, tandis que les corps des 2 chefs bolcheviques furent incinérés. Quant à Poker, il fut discrètement fusillé en août 1937, comme la plupart des anciens tchéquistes en qui Staline n'avait plus confiance. Le NKVD était alors un bastion de vieux bolcheviques, et Staline voulait soumettre cette élite dominatrice et trop sûre d'elle-même. À la fin du mois de septembre 1936, Yagoda fut accusé de vol de diamants et de corruption. Le 21 décembre 2006, le plus grand journal israélien, le Yediot Aharonot, publia un article d'un historien juif, Sever Plocker. Celui-ci écrit « Nous ne devons pas oublier que les plus grands meurtriers des temps modernes étaient juifs ». De Genrik Yagoda, Plocker écrit qu'il est le plus grand criminel du XXe siècle, puisque responsable de la mort d'environ 10 millions de personnes. Un dirigeant du NKVD, comme ce Leonid Reichmann, interrogateur en chef du NKVD, était, écrit Plocker, un sadique particulièrement cruel.
On retrouva ce Reichmann en 1945 pour enquêter sur les crimes nazis à Nuremberg. Pour Sever-Plocker, le bilan des victimes de la Tchéka s'élève à au moins 20 millions de morts. Notons cependant que ce Sever-Plocker est une exception et que les intellectuels juifs, dans leur ensemble, refusent toujours de reconnaître auprès du grand public leur lourde responsabilité dans la tragédie communiste. Jagoda fut démis de ses fonctions et remplacé par Nikolai Yezhov. La règle était que, quand un homme tombait, tous ceux qui étaient liés à lui, épouse, amis, maîtresse, protégés, tombaient avec lui. Nikolai Yezhov était un protégé de Kaganovitch. Il était devenu l'homme le plus puissant de l'URSS après Staline. Il fut aussi l'un des grands monstres de l'histoire. C'est lui, en effet, qui, entre 1936 et 1938, fut le principal organisateur de la Grande Terreur dirigée contre le parti et les gens du passé qui y avaient jusque-là échappé. Yezhov n'était pas juif, c'était un russe, le fils d'un garde forestier et d'une servante. C'était un petit homme très nerveux, maigrichon et minuscule, mesurant 1,51 m. Il était aussi bisexuel, nous dit Simon Sebag-Montefiore. 3 jours après la nomination de Yezhov au poste de commissaire du peuple à l'intérieur, son adjoint était nommé. Il s'agissait de Matvei Berman, qui gardait dans le même temps son poste à la tête du goulag. Mikhail Ligvin devenait le chef du service des cadres du NKVD. Isaac Shapiro, un autre fidèle collaborateur, fut placé à la tête du secrétariat du NKVD. Sous ses ordres, en 1 an et demi, sur les 15 membres du Politburo, 5 furent exécutés. Sur les 139 membres du comité central, 98 furent exécutés. Et sur les 1966 délégués du 17e congrès, 1108 furent liquidés. Certains jours, comme le 12 novembre, Staline et Molotov signèrent 3167 exécutions. Sur les 28 commissaires qui étaient sous les ordres de Molotov, au début de 1938, 20 furent exécutés. Chaque matin, le nabot sanguinaire, qui revenait des chambres de torture, se rendait directement au Politburo où il assistait aux séances. L'historien relate ici cette anecdote. Khrouchtchev remarqua un jour des taches de sang coagulées sur le bas et les poignets de la blouse d'Yezhov. Khrouchtchev, qui n'avait rien d'un ange lui-même, demanda d'où venaient ces taches. Yezhov répliqua, les yeux brillants, qu'on devait être fier de ces taches, parce que c'était le sang des ennemis de la Révolution. Chaque région devait remplir ses quotas. Khrouchtchev, alors premier secrétaire du parti à Moscou, ordonna l'exécution de 55 741 fonctionnaires, soit plus que le quota initial de 50 000 qui avait été exigé par le Politburo. Jdanov supervisa l'arrestation de 68 000 personnes à Leningrad. Beria remplit scrupuleusement son quota initial de 268 950 arrestations et 75 950 exécutions. Tous les potentats effectuèrent des tournées sanglantes dans le pays. Jdanov procéda à des purges dans l'Oural et le bassin de la moyenne Volga. L'Ukraine eut la malchance d'hériter de Kaganovitch, Molotov et Yezhov. Voroshilov fut chargé de mener une purge massive dans l'armée. Sur 5 maréchaux, 3 furent liquidés. Et sur 67 commandants de corps d'armée, 60 furent exécutés. Pour ce massacre, Voroshilov bénéficia du concours de Lev Meklis, qui se trouva brusquement propulsé sur le devant de la scène. Même Staline le traitait de fanatique, écrit Simon Sebag-Montefiore. Lev Meklis était totalement dévoué à Staline, pour lequel il travaillait avec une frénésie maladive. Il était né en 1889 à Odessa, de parents juifs. Au début de la Révolution, il avait été nommé commissaire en Crimée et s'était distingué par sa cruauté pendant la guerre civile en exécutant des milliers d'adversaires. Il était, en 1949, le plus fidèle lieutenant de Staline et le confident de tous ses secrets. Ce furent aussi des juifs qui constituaient le noyau dur du cinéma soviétique. Leurs noms étaient partout, dans la presse, à la radio. Staline les décorait et les récompensait généreusement. Vers le milieu des années 1930, les Juifs étaient encore nombreux au sommet de l'État. On trouve encore 8 ministres juifs, aux affaires étrangères, à l'intérieur,
aux voies de communication, au commerce extérieur, à l'industrie, à la santé, etc. Au cœur de ces années 1930, écrit l'historien juif Arkady Wexberg, on assiste à une progression spectaculaire des procès d'antisémites. On pouvait être poursuivi pour antisémitisme sans avoir rien commis de pénalement condamnable, simplement pour avoir laissé paraître peu de sympathie à l'égard des juifs. Des dénonciations pour propos antisémites, dictées en sous-main à des indicateurs, suffisaient à mettre en branle la machine judiciaire. Les propos échangés entre amis, dont le genre « les juifs nous empoisonnent l'existence », suffisaient à justifier une inculpation pour incitation à la haine raciale. Nikolai Ejov commençait cependant à devenir encombrant, et Staline fit appel à Lavrenti Beria, un caucasien, pour lui régler son compte et détruire son cercle d'amis. Bon père de famille, Beria n'en était pas moins un dangereux prédateur sexuel, qui kidnappait et violait les femmes, qui le suppliait d'intervenir en faveur de leurs proches. Le 17 janvier 2003, le parquet russe a confirmé l'existence d'un dossier de 47 volumes sur les crimes de Beria, comprenant les témoignages de douzaines de femmes qui l'ont accusé de les avoir violées. Beria était aussi un sadique. Comme Yezhov, il torturait lui aussi personnellement ses victimes. La Grande Terreur ne fut arrêtée qu'au 18e congrès du parti, en mars 1939. Pendant la guerre avec l'Allemagne, les populations juives furent évacuées vers l'Est en priorité, avec les hauts fonctionnaires et les ouvriers de l'industrie. Le pouvoir soviétique avait affrété pour eux des milliers de trains afin de les mettre à l'abri au-delà des monts Oural, au Kazakhstan et en Ouzbékistan. L'ampleur de l'évacuation des Juifs par le régime soviétique devant l'invasion allemande est unanimement reconnue. Nombreux parmi eux étaient ceux qui continuaient à tenir une place très importante dans les rouages du pouvoir et dans l'armée rouge. Contre les armées du national-socialisme, ils étaient évidemment les plus motivés. On comptait alors 270 Juifs parmi les généraux. 4 armées, 23 corps d'armée et 72 divisions étaient alors commandées par des Juifs. Dans aucune armée alliée, y compris l'armée américaine, les Juifs n'ont occupé des postes aussi élevés que dans l'armée soviétique. Même si, comme l'écrit Solzhenitsyn, une chose crevait les yeux, ils étaient beaucoup plus nombreux dans les états-majors de l'arrière, dans l'intendance, dans le corps médical et parmi le personnel administratif que sur le front. Contre l'Allemagne hitlérienne, les cinéastes et les écrivains juifs étaient les plus productifs et les plus exaltés. Le succès mondial du cuirassé Potemkin, d'Eisenstein, avait déjà exacerbé la haine envers la vieille Russie. Le massacre sur le grand escalier d'Odessa est une pure invention. Pendant la guerre, Eisenstein avait réalisé le film Alexandre Nevsky, qui exaltait le patriotisme des Russes en peignant leur victoire de 1242 sur les chevaliers teutoniques. L'écrivain Ilya Ehrenburg, lui, exhortait sans retenue les soldats soviétiques à tuer le plus possible d'Allemands et à violer leurs femmes. Гитлеровцы подобрали антисемитизм. Они воскресили забытые предрассудки, осмеянные суеверия. Фашистов не переубеждают, фашистов убивают. Pendant la guerre, Staline avait en effet pris conscience que seul le patriotisme pouvait motiver les soldats russes, réticents à se faire tuer pour sauver le système communiste. Il fallut compter 20 millions de morts supplémentaires. Au mois d'août 1941, lorsque les Allemands envahirent l'URSS, ils trouvèrent des charniers de cadavres. Dans la forêt de Katyn, 4500 corps d'officiers polonais furent exhumés. Tous avaient été abattus d'une balle à l'arrière du crâne avant de tomber dans les fosses. 22 000 officiers polonais avaient ainsi été froidement assassinés par les communistes au printemps 1940. En Allemagne, la propagande antisémite se déchaîna, tandis que les Anglais et les Américains gardèrent le silence, préférant maintenir de bons rapports avec leurs alliés.
Au procès de Nuremberg, en 1946, les dirigeants soviétiques continuèrent à accuser l'Allemagne de ce crime. C'est ce qui s'appelle une inversion accusatoire. I can only say that what I saw in Katyn was such an terrible sight, such a dreadful thing that I never, even in my worst dreams, could dream of. And I saw with my own eyes thousands of bodies of people dressed in Polish uniforms, deliberately murdered with gunshot wounds in their skulls. Ce n'est qu'en 1990, au moment de l'effondrement du système soviétique, que la Russie reconnut sa responsabilité. D'autres charniers furent découverts par les Allemands un peu partout en Russie. En 1943, à Vinnytsia, en Ukraine, ils découvrirent encore 10 000 corps alignés dans les fosses. Sur l'un des charniers, les communistes avaient construit une piste de danse. Un comité international d'experts, y compris de pays neutres comme la Suède, découvrit l'ampleur des massacres. Tous les hommes avaient été tués d'une balle à l'arrière du crâne. Ils avaient été liquidés en juin 1937, quand les autorités soviétiques avaient décidé de faire de la ville de Vinnytsia le centre de la répression en Ukraine. Ces assassinats servirent en Allemagne à alimenter la propagande antisémite. Mais après la guerre, il ne resta plus qu'un seul criminel, Adolf Hitler, qui servit par la suite de bouc émissaire idéal. Die ukrainische Bevölkerung empfängt unsere Soldaten begeistert als Befreier vom Blutterror des Bolschewismus. Die jüdischen Agenten der GPU hatten kurz vor der Räumung der Stadt unzählige wehrlose ukrainische Nationalisten viehisch hingeschlachtet. Tausende unschuldiger Männer und Frauen fielen dabei dem bolschewistischen Blutrausch zum Opfer. Vor dem Lemberger Untersuchungsgefängnis. Männer und Frauen, Kinder und Greise, nichts entging diesen Ungeheuern in Menschengestalt. Mit Messern, Äxten, Handgranaten und Maschinengewehren wurden diese unschuldigen Opfer bolschewistischer Mordgier grausam gemartert und hingeschlachtet. Das jüdische Mordgesindel, das mit den GPU-Agenten Hand in Hand gearbeitet hatte, wird von der empörten Menge den deutschen Truppen zur Bestrafung ausgeliefert. Eine grauenerregende Auslese von Lemberger Sowjettypen, Plünderer, Marodeure, in der Hauptsache Juden. Das sind die Bundesgenossen Churchills und seiner Plutokratenklicke. Mit den Gipskitsch. Die befreite Bevölkerung klatscht begeistert Beifall. I think that it was used as a propaganda to excite, to instigate the local population against the Jews by telling them, the Jews killed your people. It's not true. Après la guerre, Staline plaça des hommes sûrs à la tête de chacun des pays occupés. Hilary Minck et Jacob Berman à Varsovie. Erno Guerreux, Matthias Rákóczi et Mihaly Farkas occupaient des positions similaires en Hongrie. Anna Poker devenait la maîtresse incontestée de la Roumanie et Rudolf Slansky devenait le maître de la Tchécoslovaquie. Et tous étaient juifs.
Ce n'est qu'après la création de l'État d'Israël en mai 1948 et son rapprochement avec les États-Unis que l'URSS changea radicalement de cap et se mit à soutenir les pays arabes. Entre 1948 et 1953, les Juifs furent massivement évincés des sphères supérieures. Dans nombre d'universités, d'institutions culturelles et scientifiques, le numerus clausus fut appliqué. À partir de l'automne 1952, les arrestations commencèrent parmi les professeurs de médecine de Kiev, ainsi que dans les milieux littéraires. Au mois de novembre, le procès Slansky qui s'ouvrit à Prague dans le plus pur style stalinien revêtit un caractère ouvertement anti-juif. Sur les 11 condamnés qui furent pendus, 8 étaient juifs. Le sionisme était maintenant dénoncé comme un vecteur de trahison et d'espionnage. Staline décéda étrangement peu après, le 5 mars 1953. Solzhenitsyn reste d'ailleurs discret sur la mort du dictateur. Au sommet du parti, Khrouchtchev triompha de ses adversaires. L'éviction de Kaganovitch en 1957 marquait la fin d'une époque. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Les Juifs avaient disparu non seulement des organes dirigeants du parti, mais aussi de ceux du gouvernement. La communauté juive internationale liait désormais son destin à celui de l'Amérique. De nombreux Juifs prirent alors prétexte de ces nouvelles dispositions de l'État soviétique pour se jeter à corps perdu dans un anticommunisme soudain et très particulier, et qui était d'autant plus virulent qu'il permettait de renier un système dans lequel certains Juifs avaient joué un rôle fort compromettant pendant une trentaine d'années. En Occident, on ne parlait plus à la radio et dans les journaux que des réfusniks, ces pauvres Juifs à qui l'on interdisait de quitter l'URSS. L'idéologie des droits de l'homme ne semblait fonctionner que pour eux. Dans notre livre « Les espérances planétariennes », paru en 2005, nous avons résumé en 40 pages le livre de Solzhenitsyn sur le sujet et analysé les livres des principaux historiens de l'URSS en montrant qu'ils paraissaient tous très gênés par ces réalités. Certains mentionnent le problème brièvement. Le fameux livre noir du communisme, par exemple, paru en 1997 et traduit dans tous les pays d'Europe, ne fait qu'effleurer la question. D'autres intellectuels nient frontalement le rôle des Juifs dans cette expérience. Le mondialement célèbre Primo Levi, par exemple, fait partie de ces gens qui refusent de voir la réalité. Voici ce qu'il écrit en essayant d'attirer l'attention sur un autre sujet. L'identification du judaïsme avec le bolchevisme, idée fixe de Hitler, n'a jamais reposé sur la moindre base objective, en particulier en Allemagne où l'immense majorité des Juifs appartenait à la classe bourgeoise. D'autres encore, non sans un certain culot, affirment catégoriquement que les Juifs ont été les premières victimes du communisme. Dans son livre « Les Juifs, le monde et l'argent », paru en 2002, Jacques Attali se moque de nous. En 1920, écrit-il, « L'enseignement de l'hébreu, langue réactionnaire et cléricale, est interdit. L'anéantissement du judaïsme russe se poursuit, l'exil est fermé aux Juifs, plus question de partir pour l'Amérique, la Russie était un enfer ouvert, l'URSS devient un enfer clos. » Le seul coupable, il fallait le croire, était Staline, le Géorgien. Il fut le bouc émissaire, c'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, l'animal chargé de tous les péchés d'Israël que les Hébreux envoyaient crever dans le désert. C'est ce qui s'appelle une inversion accusatoire.